Bonjour, alors 8e capsule sur les fondements du yoga. Il y a plein d'autres sujets qui pourraient venir, mais continuons avec un sujet qui me touche puis que j'apprécie beaucoup puis qui m'a permis vraiment de faire des liens pour comprendre des situations de ma vie qui me semblaient vraiment incompréhensibles au départ. Ça s'appelle les 4 sens de la vie ou la fonction du yoga dépendamment de ce qu'on est venu apprendre ici. On dit que les 4 sens de la vie, une bonne façon de voir ça, c'est imaginer que vous avez une table. Alors normalement, à moins d'avoir une table un peu spéciale, mais normalement, une table, ça comprend 4 pattes. Si on enlève une des 4 pattes de la chaise ou de la table, bien entendu, il va manquer, ça va devenir un peu en déséquilibre. Alors, ces 4 pattes de table-là, ils sont tout aussi importants un que l'autre. Et s'il y en a un qui prend trop de place ou encore pas assez de place, c'est comme si elle vient déséquilibrer le reste de la table. Alors, voyons ensemble ces 4 pattes. Je vous les nomme en français, je vous les nomme en sanskrit. Puis après, on décortique en essayant de trouver des exemples pour chacune de ces pattes. La première patte, c'est ce qu'on appelle notre dharma. Le dharma, on pourrait le définir comme notre mission de vie, l'ordre, le devoir. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le dharma. La deuxième patte, on l'appelle artha, qui signifie l'avoir, le pouvoir, se servir de tout le potentiel qu'on a. La troisième patte, on l'appelle kama. Vous savez, vous avez probablement déjà entendu ça, Kama Sutra. Alors, kama, ça a une connotation de plaisir, de désir. Alors, ça, c'est le mot kama. Et puis, c'est quand même intéressant de voir que dans le yoga, il y a le mot plaisir, il y a le mot... parce que des fois, il y a des gens qui pensent que de faire du yoga, c'est de devenir très sérieux, puis de devenir un peu... je me souviens d'ailleurs, je fais une petite anecdote, mais je me souviens qu'un jour, j'ai eu une élève de yoga qui m'avait dit « Sais-tu pourquoi, Lily, que je suis des cours de yoga avec toi, puis que j'ai décidé de faire une formation de yoga avec toi? » J'ai dit « Non, pourquoi? » Elle dit « Parce que la première fois que je t'ai vue, puis que j'ai vu que tu avais du rouge à lèvres, je me suis dit « Ah, ben cool! » Fait qu'elle dit « Parce que dans ma tête à moi, je pensais qu'un bon professeur de yoga, c'était vraiment quelqu'un qui était très straight, qui avait les cheveux ternes un peu, pas de maquillage, surtout pas de rouge à lèvres, puis qui était vraiment très zen à tous les niveaux, qui parlait tranquillement. Puis elle dit, quand je t'ai vu, puis j'ai vu comment tu étais dynamique, puis comment tu étais enjouée, puis comment tu aimais être quand même, que tu aimais les belles choses, elle dit, je me suis dit, ben, je trouvais que ça me ressemblait plus, puis que ça me faisait moins peur de faire cette démarche-là. Fait que moi, je pense que le plaisir, en tout cas, dans ma vie, c'est une notion très importante. Mais elle doit quand même pas prendre toute la place. Et puis le dernier, c'est ce qu'on appelle moksha, qui signifie la libération ou se sentir libre. Alors, je vous redonnerai des informations sur chacune d'elles. Il faut faire attention parce que être libéré, ça ne veut pas dire de laisser tomber toutes les responsabilités qu'on a autour de nous. C'est pas ça la liberté. Alors, allons-y avec le premier qu'on appelle dharma. On dit que le dharma, je vous lis un petit peu le texte, après je vais sûrement trouver des petits exemples. J'ai comme des petites bulles des fois qui montent dans mon esprit, puis alors il y a des petits exemples qui viennent. Dans la philosophie hindoue, on dit que le terme dharma, ça représente l'ordre, la vocation, la loi générale, le devoir cosmique, régissant l'ordre des choses, des sociétés et des hommes. C'est aussi l'expression de nos compétences dans le travail et le but intérieur. Alors, on dit qu'on est tous venus ici pour apprendre, mais aussi pour offrir quelque chose. Alors, c'est ce qu'on appelle notre dharma. C'est l'accomplissement, notre aptitude à agir correctement dans notre vie. Son évolution passe par l'observance, bien entendu, de ce qu'on appelle des règles sociales. On appelle ça des yamas, je vous en parlerai un autre tantôt. Des lois aussi spirituelles. Par une vie familiale harmonieuse pour nous accomplir sans nuire aux autres. Mais le dharma, dans cette vision des choses,
tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons reçu à la naissance va influencer notre vie depuis notre naissance jusqu'à notre mort. On dit que ce fameux dharma, il se manifeste pas seulement dans notre vie personnelle, familiale, il se manifeste à tous les niveaux de notre vie. Je vous donne un exemple. Moi, je suis la troisième d'une famille de 5 enfants. Alors, c'est sûr que quand j'étais jeune, je donnais pas vraiment de sens à ça, sinon peut-être d'être un petit peu jalouse de ma petite sœur qui est venue au monde 4 ans et demi après moi, puis qui était très jolie, puis qui me donnait l'impression de perdre un peu la place du bébé de la famille. J'ai eu besoin de travailler un peu cette dimension-là. Mais aujourd'hui, avec du recul, parce que j'ai probablement fait un travail sur moi, puis que j'ai compris des choses, je me suis vraiment rendu compte que en étant la troisième d'une famille, j'avais la chance et le privilège d'avoir plus de liens avec ceux qui étaient plus jeunes, donc les 2 plus jeunes, et les 2 plus vieux aussi, parce qu'il y avait moins d'écart d'âge entre le plus jeune, admettons, et le plus vieux, qui ont quand même une grande écart d'âge. Tu sais. Alors, comme moi, j'avais la chance et le privilège d'être celle du milieu, je pense, en tout cas, à quelques reprises dans ma vie, que j'ai pu faire des liens entre ces personnes-là. Il y a peut-être des choses beaucoup plus personnelles que je vais garder pour moi, là, mais je pense qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'ai pu servir peut-être plus facilement de liens parce que j'étais comme au centre d'une famille de 5 enfants. Ça, c'est un exemple. Mon dharma, il s'est manifesté aussi par rapport à mon travail. Je vous ai dit que ça faisait 35 ans que j'enseignais le yoga. Je pense que mon enseignante a vu rapidement que j'avais probablement le potentiel. Je pense qu'elle l'a vu avant moi, que j'avais peut-être un potentiel pour devenir une enseignante. Je pense une bonne enseignante aussi. Mais puis aujourd'hui, je me rends compte avec du recul que je pense que c'est mon dharma. Ça m'arrive jamais de me dire je suis pas à ma place. Je sais que l'enseignement du yoga, c'est encore aujourd'hui, maintenant, ma passion. Puis je pense que je le communique bien parce que je suis habitée par l'amour du yoga. Mais après quelques années, je me souviens que quand j'ai commencé à enseigner, je travaillais à Québec, je travaillais dans un YWCA. Ça s'est tellement fait rapidement que je travaillais dans la restauration et j'avais même pas encore fait ma première année de formation qu'une cliente qui est venue au centre, qui connaissait ma démarche que je voulais commencer à faire une formation de yoga, m'a déjà trouvé un travail au YWCA à Québec pour avoir un travail en yoga à travers bien entendu, mon travail dans la restauration. Alors, moi je pense que quand c'est notre dharma, les choses s'ouvrent plus facilement. C'est comme, des fois, oui, il faut faire des efforts. J'ai étudié, bien entendu, j'ai étudié plusieurs années, puis j'étudie encore. Sauf que c'était comme, la porte s'est ouverte, je dirais, plus facilement parce que c'était, je pense, mon dharma. D'ailleurs, après quelques années d'enseignement, à un moment donné, je me suis levée un matin, puis j'ai senti que d'enseigner dans des cours, dans les villes, dans des organismes communautaires, c'était bien, ça me plaisait. J'enseigne encore même à des gens des cours de débutants, puis des cours intermédiaires, des cours de yoga avancé. Je donne toutes sortes de cours, même dans des bureaux. Mais j'ai senti qu'il y avait comme quelque chose que je pouvais offrir de plus. Alors, je sentais que mon dharma, ça pouvait se manifester autrement. Alors, en me levant le matin, je me suis dit, oui, moi, je veux commencer à former des gens. Je veux former des professeurs de yoga parce que je pense que je peux pas enseigner à la planète entière. Alors, si je forme des enseignants, eux vont pouvoir enseigner à leur tour. Alors, il y aura de plus en plus de gens qui auront la chance de connaître et d'expérimenter le yoga. D'ailleurs, on dit en yoga que quand il y a quelqu'un qui est venu allumer la flamme du yoga à l'intérieur de nous, à un moment donné, ça devient tellement fort qu'on a le goût de propager un peu la bonne nouvelle. Et c'est ce qui est arrivé.
Je me souviens très bien de ce matin-là. Je me rappelle d'avoir téléphoné à mon association en disant, moi, je sens que je suis prête à former des gens. Ils n'ont pas dit oui comme ça, là. Bien entendu, il y a des efforts à faire. Quand tu veux bien faire ton dharma, tu te dois aussi de mettre en mouvement certaines choses. Et là, ça, c'est la deuxième petite patte. La deuxième petite patte, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dit Artha. Alors, Artha, ça veut dire l'avoir et le pouvoir. Pour être capable de devenir une bonne enseignante de yoga, une bonne formatrice de yoga, je devais développer mon potentialité, je devais développer mes compétences, je devais acquérir de nouvelles informations. Alors, j'ai travaillé dur, j'ai dit, mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce qui est nécessaire pour continuer à offrir le meilleur de moi-même. Alors, c'est la notion de avoir et pouvoir, surtout la notion de pouvoir ici, parce que pour être capable d'acquérir une certaine compétence, je devais développer des potentialités, des qualités peut-être que j'avais, mais qui n'étaient peut-être pas très bien. Jamais j'aurais imaginé, quand j'étais jeune, qu'à un moment donné, je parlerais devant un groupe de personnes, puis que pendant une journée complète, moi, je donnerais de la formation, puis que ce serait facile pour moi d'avoir des gens de toutes sortes de milieux, parce que j'ai des gens dans mon entourage qui sont vraiment des grands professionnels. Puis au début, je me serais sentie un peu bousculée, puis un peu gênée, puis je me serais peut-être même sentie incompétente. Mais là, quand j'ai travaillé à développer mon potentiel, à un moment donné, j'ai senti que c'était vraiment, vraiment ma place. Alors, avoir et pouvoir. Dans le mot avoir, il y a aussi, en yoga, on dit, quand on est dans notre dharma, quand on est vraiment dans notre mission de vie, on ne devrait pas trop s'inquiéter de ce qu'on appelle l'avoir. L'avoir, c'est l'aspect qui est associé à les moyens pour assurer notre vie matérielle, notre sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir millionnaire, mais ça veut juste dire que si je fais ce que je dois faire, j'ai pas nécessairement à m'inquiéter beaucoup de ce côté-là, parce que la vie va m'offrir exactement ce qui est nécessaire pour que je puisse continuer à faire mon dharma. Alors, l'avoir, si je suis capable aussi de mettre en mouvement tout le pouvoir que j'ai, tout le potentiel nécessaire à bien remplir mon fameux dharma, alors cette dimension-là, avoir, va se manifester comme naturellement. Je me souviens d'ailleurs que moi, la notion d'avoir, ça n'a pas toujours été facile pour moi, probablement parce que je vivais de la culpabilité ou je ne sais pas trop quoi. Je me souviens même que mon ex-conjoint, la première fois que j'ai fait mon impôt quand j'ai eu mon fils, il m'avait regardé et il m'avait dit « Lily, tu as un problème là, parce que dans ton rapport d'impôt, tu as donné plus de dons que ce que tu as gagné dans ton année. Tu peux pas faire ça, là. » Et ça a toujours été, ça avait été, en tout cas avant, c'était quelque chose qui était un peu difficile pour moi. J'ai compris, puis j'ai compris que j'avais le droit à l'abondance aussi, que ça n'enlevait rien à personne, puis que pour bien répondre à mon dharma, je me dois d'être bien à tous les niveaux de ma vie. Alors, j'ai une belle école de yoga qui fonctionne bien, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, j'ai des bons élèves qui sont très fidèles, puis je me rends vraiment compte que cette abondance-là que j'ai attirée à moi, elle est venue parce que j'ai développé mon potentiel, puis parce que j'ai accepté aussi que j'avais un dharma et que ce dharma-là était pour m'aider à remplir puis à combler cette dimension avoir, pouvoir. Alors, on dit que si, admettons, le couple avoir et pouvoir est en excès, parce que l'idée, c'est de garder toujours les pattes de table en équilibre, si le côté avoir est en excès, alors je peux développer
puis ça peut être dangereux, développer ce besoin d'en avoir toujours, toujours, toujours plus. Vous savez, les gens là, qui ont, je sais pas moi, des millions, mais qui cherchent à en avoir toujours, toujours plus. Alors, on dit que si on est riche ou pauvre, puissant ou non, si on est en difficulté par rapport à ce couple, on peut ressentir un besoin d'insécurité. Hein? Si on n'a pas assez de sous, si on n'est pas capable de combler nos besoins, c'est problématique. Mais si on a beaucoup de sous, on peut aussi avoir un problème d'insécurité parce qu'on a toujours cette petite peur-là de la perdre, cet argent-là, ou encore d'être insécure, de ne jamais en avoir assez. Même chose par rapport au pouvoir. Le pouvoir, c'est extraordinaire parce que ça nous permet vraiment de développer des choses autour de nous, puis peut-être de combler aussi nos besoins, hein, nos besoins de bien vivre, notre besoin d'être connu, notre besoin de se sentir apprécié. Il y a des besoins à travers ça qui peuvent être répondus. Mais si le pouvoir, il est trop grand, on peut développer des comportements qui sont très égoïstes et méprisants. Parce qu'on peut avoir l'impression que nous, on a réussi, mais que les autres sont tous moins que nous. Alors, ça peut nous faire perdre un peu de notre humilité, de notre humanité. Et on dit que des comportements égoïstes, ça peut aussi avoir cette tendance-là toujours en vouloir plus ou d'avoir plus de pouvoir. Ça fait en sorte qu'on peut développer de l'hyperactivité en ayant l'impression vraiment que ce soit plus sans arrêt. Alors, l'idée, c'est de se rappeler que ces deux pattes de table-là, donc Dharma et Artha, donc mon devoir, ma mission de vie, et l'avoir et le pouvoir, ils doivent être dosés pour être en équilibre. Alors, essayez de regarder dans votre vie si votre dharma il est en équilibre. Parce qu'on peut être très bien dans notre dharma par rapport à, je sais pas moi, par rapport à notre travail. On a l'impression qu'on est à notre place. Est-ce que notre dharma, il est en équilibre dans les autres sphères de notre vie? Parce que notre dharma, il vient toucher toutes les sphères de notre vie. Alors, on doit essayer de regarder où dans notre vie, notre dharma est en déséquilibre, où dans notre vie, l'avoir et le pouvoir est en déséquilibre. Et essayer vraiment de réfléchir, de se déposer. Et encore une fois, bien entendu, je pense que le yoga, avec tous les outils que le yoga nous propose, yoga, respiration consciente, méditation, ça peut nous permettre vraiment de se déposer pour y voir un peu plus clair. Alors, je vois qu'on est rendu à 18 minutes. Mon Dieu, je pense que j'augmente à chaque fois. Alors, je ne pourrais pas vous parler tout de suite des deux autres pattes de table. C'est bien ça parce qu'on me dit toujours, c'est bien que tu nous annonces qu'est-ce qui va venir après, ça nous donne le goût aussi. Moi, je m'en rends pas compte, mais je pense que je suis pas pire à être capable de stimuler les gens pour être capable de stimuler, pour que les gens puissent avoir le goût d'écouter la suite. Parce que on dit que le yoga, c'est comme un collier de perles qu'on vient enfiler. Alors, si vous voulez avoir la suite du collier, rendez-vous à notre prochaine rencontre. Merci. Bonne soirée, bonne journée.